Pour la première fois sur notre podcast, nous accueillons un copywriter qui s'appelle Florian Hugues. Le copywriting va bien au-delà de transformer des mots en euros, comme on dit souvent. En fait, il existe depuis des décennies, il est arrivé bien avant l'existence d'Internet et il a su évoluer avec le temps. C'est une compétence qui ne passera jamais de mode et qui rapporte beaucoup d'argent pour les professionnels du secteur comme notre invité du jour. Florian a lâché son métier d'ingénieur pour se lancer dans l'entrepreneuriat via le copywriting. C'est également un investisseur immobilier et en crypto-monnaie. Dans cette interview, il nous dévoilera quel type de mission de copywriting il préfère et pourquoi, comment fixer ses tarifs quand on débute, comment il jongle entre son entreprise et son patrimoine immobilier. On verra aussi du rêve au cauchemar. Pourquoi l'immobilier l'a amené devant les tribunaux. Comment se lancer en tant que copywriter débutant. Et nous finirons évidemment par le portrait chinois de la semaine. Découvrons sans plus tarder notre invité du jour, Florian Hugues. Bonne écoute. Bonne écoute. Vous savez, la plupart des entrepreneurs qui veulent se développer sur Internet se retrouvent souvent seuls face à leurs problèmes. Dans ce podcast, on vous partage nos meilleurs conseils, anecdotes et retours d'expérience afin que vous trouviez les meilleures idées pour vous développer tout en passant un bon moment. Je suis Meryl Camus. Je suis Christopher Cerceau. Et bienvenue dans 1, 2, 3, Business. Comment tu te sens, Florian? Vraiment bien, calme, serein. Serein, ok. Il faut être serein pour être copywriter, non? Faut être bon. Faut être à la fois serein, à la fois curieux, à la fois excité aussi. Et une fois qu'il y a tout ça, généralement, avec de la curiosité, avec de l'entrain, avec de la passion, ça fait des belles choses. Alors, je pense que le copywriting est quelque chose qui est de plus en plus connu, mais j'imagine qu'il y a encore un petit pourcentage de la population qui ne sait pas encore de quoi il s'agit et qui pense que ça vient du fait, c'est le copyright d'un livre. Alors, qu'est-ce que c'est le copywriting en Ouais. quelques mots? C'est super drôle ce que tu dis. Juste avant de dire ce que c'est en quelques mots, le nombre de personnes qui me dit, OK, oui, c'est dans le droit en fait. Hmm. Et non, non, c'est pas dans le droit. Ah, ok, j'ai compris. Donc, ça s'écrit pas pareil. Ah oui, donc c'est écriture. Ok, c'est bon, j'ai compris. Mais ouais, ben, la définition que tout le monde donne, entre guillemets, c'est l'art de vendre avec les mots, ou l'art de persuader avec les mots, ou de transformer les mots en euros. Enfin, il y a plusieurs formulations, entre guillemets. Mais l'idée, ouais, pour moi, c'est un mix entre à la fois de l'écriture, à la fois du marketing, à la fois un peu de psychologie, un peu de persuasion, pour qu'il y ait un élément de conversion. Je le dis tout le temps, la conversion, pour moi, c'est pas forcément en euros, dans le sens où c'est pas une conversion, OK, on fait tant de chiffre d'affaires, ou on fait tant d'euros, ou des trucs comme ça, mais c'est aussi une conversion du moment qu'on passe d'un point A à un point B. C'est-à-dire qu'une pub vers une acquisition de lead, c'est une conversion. Ok. Une acquisition de lead vers forcément une vente de formation, c'est une conversion. Donc ça englobe un peu le tout. Pas forcément convertir en euros, mais avoir une conversion quelque part pour avancer. Ok, pour que tu puisses mesurer. Ouais. Du coup, toi, est-ce que tu es copywriter dans un domaine précis, la santé, le make money, la séduction? Est-ce que tu as un domaine de prédilection? Ouais, j'ai plusieurs domaines de prédilection. J'ai toujours refusé déjà de travailler dans des domaines qui m'intéressaient pas ou de m'intéresser à des domaines qui m'intéressaient pas tellement, tu vois, simplement sur le fait que, ok, bah, peut-être qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. J'ai toujours refusé de ça. Du coup, j'ai toujours fait en fonction de mes intérêts personnels. Donc, Ok. j'ai baigné énormément dans le business coaching, donc j'ai ce côté-là. Dans l'investissement immobilier, parce que je suis moi-même investisseur immobilier. Dans le sport, parce que ben, pendant un grand moment, j'étais en mode Thibaut InShape et tous les mecs comme ça. Donc, j'ai baigné énormément là-dedans avant de partir dans l'entrepreneuriat. Et toute la phase aussi ben, qui touche un peu à l'investissement, donc le make money, crypto, même si là, j'ai plus rien en crypto. Enfin, je veux dire, j'ai encore des investissements en crypto, mais je veux dire, j'ai plus de clients en crypto et je cherche plus de clients vraiment en crypto, parce que ça m'intéresse moins. Ok. Par contre, Est-ce tu que me parles tu... de naturopathie ou quoi? Ouais, ça, c'est pas ton rayon et t'as pas envie de t'y Non, intéresser, quoi. non. Et ça, c'est pour la thématique que tu choisis. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'émissions, est-ce que tu préfères t'occuper de attirer l'attention pour une pub et obtenir des leads? Ou est-ce que c'est plutôt page de vente? Est-ce que c'est plutôt mailing? Tu as une préférence? Ouais. La grande préférence, c'est le mailing, ouais. Je suis un grand fan du mailing. À l'époque, quand j'avais des prestations ponctuelles, entre guillemets, là, j'ai plus aucune prestation ponctuelle. J'ai mes partenaires long terme et basta. Mais
À l'époque, je faisais un peu de pages de vente ou des pages pour pitcher, par exemple, un événement physique et aussi beaucoup de mailing. Là, aujourd'hui, je fais principalement du mailing. Et après, il m'arrive de faire de temps en temps, tu vois, des petits posts ou des petites pubs, mais c'est principalement du mailing. Ouais. Du coup, Ok. quand tu écris un mail, excuse-moi Chris, Ouais, vas-y. quand tu écris un mail, tu prends quelle voix est-ce que tu prends? Est-ce que tu adoptes la tienne? Est-ce que c'est celle que aurait la personne, ton client? Comment tu fonctionnes? Ouais. Euh, je pense que j'ai un principe qui est dans ma tête et qui est ancré depuis très longtemps et je fonctionne comme ça de base. C'est de travailler avec des personnes qui partagent la même vision que toi, les mêmes valeurs que toi, etc. Pas forcément les mêmes personnalités, mais où ça match réellement, tu vois, genre comme en séduction ou autre. Ce qui fait que, alors, les tons sont différents forcément, mais il y a toujours des trucs qui se recoupent. Et moi, j'ai une grande capacité, selon moi, de modélisation des gens. J'ai toujours modélisé, tu vois, que ça soit dans le marketing, dans le copywriting, ou que ça soit dans d'autres domaines de ma vie, que ça soit même dans l'ingénierie, tu vois, ou autre. Ce qui fait que moi, personnellement, quand je fais mon propre copy, ben, je parle moi, enfin, je suis moi, en fait. Comme on parle là, je me prends pas la tête, simplicité, etc. Et quand c'est pour les autres, au début, forcément, c'est avec ma vision, donc mon ton, la façon dont je parle, etc. Sauf que plus j'écoute la personne, plus je parle avec la personne, plus j'entends son jargon, plus j'entends les expressions qu'il utilise, etc. Plus de moi de mon côté, je modélise ça et je l'intègre de mon côté. Et je cherche même plus à l'intégrer, c'est presque inné, tu vois. L'exemple, c'est tout bête. J'ai trois façons de. Enfin, j'ai deux clients partenaires en marketing vraiment, marketing copywriting, et j'ai moi. Moi, de mon côté, j'ai un profil qui est très de base ingénieur, tu vois, carré, structure, etc., calme, machin. Euh, un client a un peu la même personnalité que moi. Et l'autre, par contre, c'est un petit peu plus pushy, québécois, tu vois, donc c'est complètement différent avec des termes différents, etc. Et aujourd'hui, j'arrive complètement à switcher entre, OK, ben là, je parle moi, donc je parle à ma façon. Et puis d'un coup, je me mets à parler avec des expressions québécoises, j'inverse les tons, l'état et compagnie, tu vois. Tu prends l'accent dans tes mails, Alors, peut-être pas que je prends l'accent, mais, mais dans en ta tout cas, tu vois, tête. le ton business et le ta business, tu vois, Ta je le prends vidéo, non, ton directement. vidéo. Ton vidéo, ouais. Ouais, Ouais. ok. Les pi et les trucs comme ça, ouais. Et j'arrive, en fait, juste le fait d'écouter énormément la personne, j'arrive facilement à me mettre dans sa peau, tu vois. Et alors, forcément, il y a un peu de ma personnalité, mais ça arrive à correctement, tu vois, correspondre à la personne. Tu dis ce que tu penses, mais dans la bouche de ton client, en fait. C'est-à-dire que quand tu Euh, écris, tu es dans la peau de ton client et c'est tes idées, mais c'est lui qui l'exprime. Ou c'est pas comme ça que tu alors, raisonnes. c'est mes idées, mais c'est aussi ses idées, et c'est aussi les idées qu'on s'en fait, les idées qu'on voit avec le client, Hmm, etc. ok, ok. Parce que la plupart des idées, c'est les clients qui nous les donnent. Hmm, ok. Est-ce que on convainc pareil quand le client final est un Français ou un Canadien ou il y a des subtilités entre les deux nations? Euh, j'ai envie de te dire, c'est beaucoup plus simple le canadien que le français. Après, c'est pas moi qui fais on vend par appel, je vends pas directement. Moi, mon job là-bas, c'est vraiment d'avoir l'attention, de générer la confiance, la crédibilité et de générer des opportunités. Tu D'accord. vois, on fait pas de la vente directe par mail, par exemple. Par contre, on book des calls par mail. Euh, donc, de ce que j'ai vu entre les deux mentalités, les deux façons de fonctionner, au Québec, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Entre guillemets, il n'y a rien qui est simple, mais c'est beaucoup plus simple qu'en France parce que la mentalité n'est pas la même. Un Québécois se prend beaucoup moins la tête qu'un Français. Un Québécois, ça a un peu plus la mentalité nord-américaine qu'un Français. Français, ça pose énormément de questions, c'est sceptique de base. Donc, rien que ça, c'est complètement différent. Et même je suis en train de penser dans les paiements, euh, si toi, tu as pas l'argent sur ton compte, faut dealer un peu avec ça, ou alors faut aller voir une banque pour essayer d'avoir un prêt et tout ça. Au Québec, tu peux te permettre de payer et ça déclenche un prêt automatiquement, sans demander, etc. Donc même ça, les leviers sont différents et les barrières sont différentes. Intéressant. Euh, du coup, ça fait combien de temps que tu es copywriter, toi, actuellement? Officiellement ou officieusement? Les deux. Ouais. Euh,
Si j'ai c'est dû une connaître réponse que le le. fisc ne doit pas connaître, on reste sur l'officiel. Après, si on peut aller Non, plus non, non. loin. De mon côté, en fait, j'ai commencé à. Ma première formation, je crois que je l'ai achetée en 2016, 17, je crois. C'était pour vendre. C'est pour faire de. C'était avec qui? Frédéric Zibet, je pense que vous connaissez. Hmm. Mon Ouais. salaire en slip. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, pour vendre des chaussettes Pikachu avec PrestaShop. Euh, et j'ai vraiment commencé à découvrir le copywriting. Je crois que ça devait être vers fin 2018 ou mi-2018, quelque chose comme ça. À l'époque, j'étais. En fait, j'ai commencé à faire des sites web. Après, j'ai découvert les tunnels de vente. Donc, je faisais des sites web, mais genre accès tunnel de vente. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le copywriting. Et dans ma tête, c'était jamais je ferais ça à temps plein, même s'il y a des Américains, tu vois, qui vendent 10 000 balles une page de vente, etc. C'est juste une corde à mon arc. Et en fait, la balance a fait que je suis passé 100% copywriting. Donc, le 100% copywriting, je pense que j'ai fait la transition vers 2019, vraiment, 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 où j'ai commencé à avoir des petites prestations par-ci, par-là, ponctuelles, axées que copywriting. Je faisais plus de site web ni rien. Et après, vraiment, où ça a commencé à prendre, où les premiers clients, enfin, le premier client, les deux premiers clients, etc., 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 c'était 2020. Ok. Euh, les premiers clients que tu as signés, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu le syndrome de l'imposteur en mode bah, j'ai jamais fait ça, comment je convainc quelqu'un? Quel tarif je mets? Est-ce que je mets un tarif élevé? Est-ce que je mets un tarif bas de débutant? Comment tu t'y es pris? Euh, Syndrome de l'imposteur, carrément. Genre trop, beaucoup trop même. Je sais pas si c'est tout le monde qui vit ça, mais selon moi, enfin ça c'est ma perception, tu vois, mais chacun, à un moment, se dit, OK, est-ce que je suis assez cher? Est-ce que je suis pas assez cher? Est-ce que je vais vendre? Est-ce que je vais pas vendre? Est-ce que je vais être à la hauteur? Tu vois, tous ces trucs-là. Euh, Au début, moi, quand je convertissais pas du tout, genre à chaque fois qu'il y avait, OK, j'ai un contact avec une autre personne, j'étais certain que j'allais pas convertir, que j'allais pas avoir la presta. Peut-être par mes pensées, du style, de toute façon, il a quelqu'un d'autre, donc il n'y a pas, j'en sais rien. Mais j'avais un gros manque de confiance là-dessus. Et à un moment, j'ai eu une grosse certitude de, OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'avais aucune structure dans les appels, je faisais un peu n'importe quoi à la louche, etc. Euh, mais j'ai eu mon premier client comme ça. Et quand j'ai signé, j'étais ultra content. Par contre, c'était OK, maintenant, qu'est-ce que je fais? Genre, Hmm. je dois y faire une page de vente, c'est vraiment cool. Mais j'ai tout ce qu'il faut pour faire une page de vente. Je me sens à l'aise de faire une page de vente. Mais si ça marche pas, et si machin, et si machin, et si machin, et si machin. Et quand tu rentres dans des si, tu t'embourbes le cerveau, ça devient horrible. Et du coup, ça s'est bien passé cette première Et ça s'est bien passé. mission? La Je première suis s'est bien enfin sorti de passée. prison, tout s'est bien passé. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on se contacte que maintenant, tu vois. Mais la première s'est très bien passée. La deuxième, beaucoup moins. Puisque la deuxième, j'avais dit, enfin, on avait fixé c'était pour un événement physique. D'accord. Et c'était pour un événement physique. Et la dame avec qui j'avais discuté m'avait dit, OK, moi, je vais faire cet événement-là. Il me faut une page de vente, il faut ci, il faut ça, on va faire un peu de mail et tout machin. J'avais dit, OK, feu. J'avais pricé 2 000 € à l'époque pour faire page de vente, toutes les mailings et tout. Donc, aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment pas cher. Mais bon, après, c'est ma perception. Ce qui s'est passé, c'est que cette dame-là commençait, entre guillemets, et il n'y avait aucune preuve, aucune crédibilité, aucune confiance de l'audience, rien du tout. Hmm. Et j'en parlais ce matin, j'ai fait un live ce matin sur mon groupe, j'en parlais ce matin, au tout début, en tant que copywriter, alors ça a été mon cas et je pense que c'est le cas de pas mal de copywriters, ce qu'on veut, c'est avoir du taf. Avoir du taf et gagner de l'argent. C'est-à-dire, tu veux faire une page de vente. Tu veux qu'on te donne une page de vente à faire. Tu veux qu'on te donne des séquences email à faire. Et dès que tu en as une de page de vente, dès que tu en as une de séquence email, tu dis, OK, je vais la faire, je vais toucher l'argent, ça va être vraiment cool. Et je commence mon activité et encore un autre et un autre et un autre, etc. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a aussi l'intérêt de la personne, pourquoi la personne te contacte et qu'est-ce qu'elle a envie d'avoir, qu'est-ce qu'elle veut. Et au final, je pouvais lui faire la meilleure page de vente, je pouvais lui faire les meilleurs emails, mais il n'y avait pas assez de confiance, il n'y avait pas assez de crédibilité, il n'y avait pas assez de volume. L'événement physique, il était quand même, c'était 5 000 balles, l'événement physique. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas les ingrédients qui fait que ça fonctionne. Mhm. Donc ça a été une erreur de mon côté, c'est de ne pas regarder vraiment tout l'envers du décor et d'être parti en mode, ouais, ouais, t'inquiète, on fait la page de vente, on fait les mails. Ouais, tu t'es dit, là, le budget, donc on y va. Et Ouais, c'est ça.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que souvent, un bon copywriting, c'est mettre le bon message devant la bonne audience. Mais s'il n'y a pas d'audience, tu peux avoir le meilleur Ouais. message du monde et il y a un Bah, mur, quoi. il y a un truc qu'on dit souvent en copywriting, c'est si tu fais pas de vente, généralement, c'est pas la faute du copywriting. Si tu n'as aucune vente, c'est pas la faute du copywriting. C'est Comme intéressant. la faute d'un closer, tu vois. Quelqu'un qui Mhm. n'arrive pas à vendre son offre, c'est pas en engageant un closer qui va vendre l'offre. Oui, c'est un copywriter ou un closer, c'est un multiplicateur. Ouais, exactement. Mais 0 Exactement. par 10, ça fera toujours 0, forcément. Exactement. Et à l'inverse, on pourrait avoir des entrepreneurs qui ont une super audience, beaucoup de notoriété. Tu penses à des célébrités du web et tu peux mettre un copywriter débutant, il va quand même réussir à vendre Ouais. parce qu'il y a déjà une relation qui est créée, Ouais, c'est ça. j'imagine C'est en tout ça. cas. Exactement. Suffit d'avoir rien que tu peux avoir une audience de 50 000 personnes. Peu importe le niveau de ton copywriting, tu as assez de volume pour au moins faire quelques ventes. Surtout si la personne a de la crédibilité, surtout si la personne a de la preuve, a une audience qui la suit, entre guillemets. Comment on mesure les performances d'un copywriter? Et j'ai juste étayé ma question parce qu'elle paraît naïve. On a envie de me répondre, bah Meryl, est-ce qu'il vend ou est-ce qu'il vend pas? Mais on pourrait avoir, je veux dire, demain, Florian, si tu le voulais, tu pourrais peut-être vendre de manière 2 fois plus agressive et générer 2 fois plus de ventes, mais à long terme, ça baisserait peut-être la valeur client. Tu vois, Ouais. comment est-ce qu'on mesure si un copywriter vend assez, mais pas de manière trop agressive, de sorte à préserver la relation? Déjà, faut qualifier le mot agressif pour préserver la relation. Hmm. Si en face, les gens ont l'habitude qu'on leur vende quelque chose d'hyper agressif et qu'ils suivent cette personne-là et ils sont OK avec cette personne-là, il n'y a pas de problème, entre guillemets. Par contre, si d'un coup, moi, je change tout mon marketing et je deviens ultra agressif, je pense qu'il y a un paquet de mon audience qui vont se dire OK, bon, mais lui, il part en vrille, tu vois. Voilà, c'est plutôt le changement de ton, en fait, qui peut brusquer. Ouais, ouais. Donc après, ça peut se faire au fur et à mesure du temps. Plus ta personnalité évolue, plus forcément, ben, il y a des gens qui vont continuer à te suivre, la relation va se renforcer, ou alors ben, qui vont se dire, OK, ben, lui, il me saoule un peu et vas-y, c'est bon, je vais autre part et c'est bon. C'est OK. Après, pour moi, la performance d'un copy, alors, tu as le nombre de ventes, tu as aussi des histoires de conversion, etc. Mais ça, j'ai l'intime conviction que ça se voit aussi sur le long terme, tu vois. Parce que ça dépend aussi des niveaux. Tu as une personne qui fait 500 000 de chiffre d'affaires, le changement qu'elle va mettre sur le copywriting ou sur le marketing, la vitesse de changement va être différente d'une personne qui fait 4 millions, par exemple. Et pareil sur l'enclenchement d'une nouvelle stratégie, sur les micro-changements qu'il y a, parce que c'est pas le même marché, c'est pas le même chiffre d'affaires, entre guillemets. Donc, moi, de mon côté, c'est OK, comment on arrive à évoluer, quels changements on fait à l'instant X et comment ces changements influent sur la suite. À horizon 2 semaines, mais comme à horizon 6 mois, tu vois. Ok. Euh, on entend souvent qu'il y a deux écoles, les personnes qui vont prendre un gros fixe et des personnes qui vont prendre un Ouais. fixe plus un variable. Toi, Ouais. comment tu fonctionnes et pourquoi? Euh, Moi, j'aime bien le fixe plus variable et j'aime bien le variable. Tu vas comprendre pourquoi je dis Variable, ça. 100% variable. Ouais. Après, moi, j'ai pas du 100% variable. J'ai pas une personne en 100% variable. Euh, En fait, pour moi, la priorité, c'est pas le est-ce que je prends du fixe, est-ce que je prends du variable ou est-ce que je prends les deux. Pour moi, la priorité, c'est de quoi aujourd'hui ton entreprise a le plus besoin. Si tu débutes, ta Hmm. priorité, c'est d'avoir des revenus. Ta priorité, c'est d'avoir des revenus qui couvrent tes charges, qui te permettent de te payer éventuellement, qui te permettent d'investir, etc. Donc, prendre un gros fixe, ça fait sens. Ok. Si ton idée, c'est OK, ben, on travaille correctement avec cette personne, etc., et que je veux me développer, tout ça, et que ce n'est pas les revenus directement, tu vois, tu as une priorité de développement et pas de je veux stabiliser mes revenus, ben, avoir un plus petit fixe et un pourcentage, ça fait beaucoup plus sens, tu vois, pour moi. Mais ça dépend de la priorité de l'entreprise. Et au niveau du client, est-ce que c'est plus facile à ce qu'il accepte quand il n'y a qu'un fixe? C'est plus facile qu'il accepte quand il y a un plus petit fixe et un variable? Ou ça change rien? Moi, j'ai beaucoup, 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 beaucoup vendu de fixe, des gros fixes. Enfin, des gros fixes, ça dépend ce que tu appelles gros, mais
J'ai déjà vendu un petit fixe à... J'ai jamais descendu en dessous de 1 000 € par mois, je crois. Et c'est petit. Mhm. Et après, j'ai déjà eu du 4 000 par mois de mon côté. Euh, Après, ça dépend avec la personne. Chaque personne est différente. Tu vois, il y a le 4 000 par mois, j'avais dit, OK, ben, ça fait sens d'avoir un pourcentage. Et il m'avait dit, ben, moi, je fonctionne en fixe, mais même si le fixe, il est plus gros, je Mm. m'en fous. Donc, après, quand tu arrives à des niveaux, tu vois, où la personne, entre guillemets, connaît la valeur du copywriting et sait, OK, euh, je peux me payer un copywriter et je sais que ça peut coûter, entre guillemets, cher ou un certain prix ou quoi, il s'en fout de mettre 3 000 ou 4 000 normalement. Ok. Est-ce que tu as une question, Meryl, ou est-ce que j'enchaîne? J'en ai plein, mais je Je sens peux que tu boire? es. Ah, Comment? c'est interdit sur le podcast de. Ok, ok. Ouh là là! Non, j'ai plein de questions, mais je sens que tu étais en train d'absorber le partage de Florian. Donc, si tu veux continuer dans le fil, sens-toi libre. Non, bah vas-y, tu peux poser une question. Trop tard, JB. Qu'est-ce que tu sais en matière de copywriting que la plupart de notre copywriters ne savent pas? Euh, Très bonne question. Je vais t'aller avec ce qui me vient. Copywriting, c'est avant tout du marketing pour moi. Dans le sens où, alors, il y a toutes les techniques, toutes les stratégies, tous les principes qu'on peut comprendre, psychologiques ou pas. Mais c'est avant tout du marketing. Sans marketing, il n'y a pas de copywriting. Et pour moi, ben, sans copywriting, il n'y a pas de marketing non plus. Euh, donc, faire vraiment attention à ce qu'on fait niveau marketing pour avoir un copywriting qui est vraiment efficace. Euh, Premier point, et qu'est-ce qui peut me venir d'autre? Euh, Bon, c'est pas mal. Je vais pas mettre un blanc Pour de toi, le 15 secondes. copywriting, c'est genre une passion et tu te lèves le matin et tu as hâte d'écrire des textes de vente et de poncer les lettres des Boron Letters, des Gary Albert, etc. Ou c'est un travail où tu sais que tu es bon, tu apportes des résultats et tu fais ce qui te passionne l'après-midi et le soir. Ouais. Euh, j'ai deux phases différentes. J'ai toujours deux phases qui sont cycliques. J'ai toujours fonctionné comme ça, que ça soit dans le copywriting ou même à l'école ou dans l'ingénierie ou peu importe, parce que j'étais ingénieur avant. Euh, j'ai des phases où en fait, je suis un fanat de ça. C'est-à-dire que je me lève, je bouffe copywriting, je mange copywriting, je dors copywriting. Je commence à reprendre des classiques en termes de livres, je commence à consommer du contenu à droite à gauche, tu vois. Je fais que ça et j'ai vraiment envie de me dire, OK, tu progresses à fond. Mais que ça soit dans le marketing, mais que ça soit aussi dans d'autres thématiques, tu vois. Dans l'investissement immobilier, ça m'avait fait ça à l'époque. Dans l'investissement, tu vois, en crypto ou en bourse ou quoi, c'était pareil. Dans le sport, ça a été pareil, tu vois, comme ça. Et j'arrive à une phase où je me dis, OK, ben, je suis assez bon. Il faut jamais se le dire ça, mais je suis assez bon. Je suis smooth. Je peux faire mon truc et tout, tranquille, machin, tout ça. Et je me repose un peu sur ce que je sais. Euh, du coup, il y a un ralentissement. OK? Et là, je lis un peu moins. Je suis un peu moins à fond dans tout ce que je fais journalièrement. Et ben, je peux sortir et je peux faire ce que je veux. Sauf qu'il va arriver un moment où je vais avoir un gros stress parce que, genre, il va y avoir un déclencheur. Alors, ça dépend de quel stimuli arrive. Mais je vais être en mode, OK, là, je suis pas très bon, en fait. Je suis pas si bon. Jusqu'à maintenant, je pensais que j'étais assez bon ou je pensais que j'étais bon, mais au final, t'es pas si bon que ça. Et je vais repartir dans la deuxième, enfin, dans la première phase en mode, OK, ben, qu'est-ce que je fais pour augmenter mon niveau et qu'est-ce que je fais pour vraiment augmenter ma confiance et compagnie. Et là, je repars Alternation dans... et Ouais, apprentissage, du coup. ouais, c'est ça. Et après, je suis pas le... Au début, j'étais à fond dans tout ce qui est ben, Boron Letters, c'est les breakthrough advertising et tous ces trucs-là. Enfin, tous Mhm. les, tous les gros livres de marketing, de copie et tout, formation et autres. Euh, Là, ce que j'aime aujourd'hui, c'est vraiment aussi développer ta façon de penser de marketeur que vraiment tes skills en copywriting et ta culture, entre guillemets, en copywriting. Avec quoi t'es pas d'accord en matière de copywriting ou de marketing aujourd'hui? Euh, Tout est facile. Et pour moi, tu n'as pas besoin de faire des... Alors, il y a un truc à un moment que j'avais parlé sur le podcast de Mehmet, justement, que vous avez eu hier.
Oui. Parce que j'ai bien écouté au Ah, début. jeudi dernier pour nos auditeurs, évidemment. Ouais, c'est ça, le dernier. Il y a un truc que j'ai remarqué et à un moment, j'en avais marre de lire des trucs comme ça. C'était que trouver un prétexte pour raconter une histoire sur quelque chose. Ok, le copywriting, c'est des histoires, il faut raconter l'histoire, il faut générer de l'émotion, il faut trouver un hook, etc., etc. Mais est-ce qu'au final, tu as besoin de chercher ce que le, le- le petit Népalais dans ses montagnes t'a appris en business et les 3 points que lui suggérait pour te faire augmenter ton chiffre d'affaires, tu vois. C'est cool, c'est vraiment cool et c'est bien. Mais voir tout le temps de ça, moi, enfin, je suis moins d'accord aujourd'hui. Est-ce que c'est par rapport à ta sensibilité, c'est-à-dire que si tu as un profil ingénieur, tu vas être plus logique que émotionnel, et que du coup, tu es peut-être moins sensible? Peut-être. Alors peut-être, j'en sais rien. J'ai jamais identifié, j'ai jamais cherché à comprendre. Peut-être. Après, à un moment, je voyais énormément de ça. Et honnêtement, ça me faisait chier de le lire, tu vois. Donc, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est tout le monde? J'en sais rien. Mais moi, j'ai jamais fait d'histoire comme ça. Je me Ok. reconnais à fond parce que pendant que je faisais du mailing quotidien, c'était pas l'année dernière, je crois, l'année Ouais. d'avant, peu importe, je prenais n'importe quel prétexte. J'allais au Puy du Fou en famille. Le lendemain, tu avais un mail sur le Puy du Fou et 5 conseils business qui en découlaient, tu vois. Mais j'y croyais vraiment. Ouais. Ça m'avait vraiment donné des idées. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire par des parallèles Ouais. un peu Ben, poussés, tu quoi. vois, toi, tu parles du Puy du Fou. Moi, je peux te parler de pommes. Ouais. Ça n'a rien à voir. La dernière fois, j'étais en coaching avec un client et il me dit, ouais, mais moi, j'ai pas d'idée. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, inspire-toi à droite à gauche, tu vois, inspire-toi de ton entourage, de tout ça. Donc, quand tu me dis Puy du Fou et tout, c'est cool. Euh, Quand on parle du petit Népalais, ça peut être cool, entre guillemets. Et moi, j'y ai montré, j'ai dit, bah regarde, et j'avais des pommes, tu vois, j'avais un saladier avec des pommes. J'ai dit, bah regarde, il y a 5 pommes, dont une pourrie. Et j'ai fait tout un pitch sur ok, enfin, c'était en mode discussion, mais j'ai fait tout un pitch sur bah, tu as 5 pommes, dont une pourrie, ce qui fait que potentiellement, la pourrie, là, elle va pourrir les autres. Donc, tu peux écrire un truc lié à l'entourage, lié, tu vois, à tout ça. Et il me dit, ah oui, pas bête. Mais c'est une fois, entre guillemets, tu vois. Par contre, le voir tout le temps et le faire tout le temps, ça commence à être chiant. Tu parlais Intéressant. des histoires à l'instant. Souvent, quand j'évoque le storytelling, c'est un sujet que j'apprécie énormément. Ouais. Dans mon imaginaire, c'est comment susciter des émotions, comment capter une audience, comment mieux transmettre sa pédagogie. Et je Ouais. le vois plutôt comme du storytelling sur scène, en mode TED Talk, tu vois. Ouais. Et pourtant, la plupart du temps, quand je mentionne le storytelling, les gens se disent ah oui, le copywriting, oui, oui, c'est vrai qu'il faut trouver les Ouais. mots pour écrire. Et moi, j'ai un imaginaire public speaking. La plupart des gens ont l'air d'avoir un imaginaire plutôt écrit, copywriting. Pour Ouais. toi, c'est quoi la place Après, du storytelling? pour moi, la base de storytelling, c'est. Alors, tu as de l'empathie, certes, mais c'est vraiment ancrer ta vision. Genre, tu vas partager une vision après, tu vas partager quelque chose après en rapport ou peu importe. C'est émotionnellement ancré et préparer la personne à, OK, j'ai cette vision-là, et pourquoi j'ai cette vision-là? Parce que je suis passé par tout ça. Et ça marche à la fois, comme tu disais, en mode tel talk que pour l'écrit, pour moi. Est-ce que le storytelling, c'est je fais beaucoup de questions un peu binaires. Est-ce que tu penses ci ou ça? Et je veux Vas-y, pas vas-y, vas-y. t'enfermer, mais est-ce que le storytelling, c'est un outil, une clé de voûte qui est super efficace pour gagner le cœur des gens? Ou est-ce que c'est, à ton avis, un peu surfait et que on ferait mieux de raconter un peu moins d'histoires et d'aller un peu plus dans le concret? Alors, mon esprit logique te dirait concret, mais non, le storytelling, c'est une belle clé quand même pour amener quelque chose, pour susciter l'émotion, pour créer de l'empathie, créer du lien, etc. Euh, et après, le niveau de l'histoire, t'as pas besoin d'écrire un roman directement. T'as vu l'accent que j'ai eu là? Un roman directement. Le simple fait de partager une histoire personnelle ou une vision a son impact derrière sur l'audience qui te suit, etc. Que ce soit par quoi t'es passé, par un truc que tu as vécu, une expérience que tu expérimenté, etc. Hmm. Est-ce qu'il vaut mieux d'abord réfléchir à l'histoire, ensuite la rattacher au business, ou alors Ouais. avoir une idée de business et ensuite réfléchir
à l'histoire qui pourrait imager ça? Dans quel sens Euh, c'est... je me prends pas la tête avec ça, moi, de mon côté. J'ai jamais réfléchi à ça. À chaque fois, j'ai un fonctionnement qui est très dans le flow. Donc oui, il y a une partie forcément histoire, mais j'ai un fonctionnement qui est très dans le flow. Et généralement, dans les emails, je prends des exemples storytellés et que je renforce. C'est-à-dire que ben, je prends l'exemple de la pomme, et puis que je racontais tout à l'heure, et puis je vais raconter quelque chose là-dessus, et puis je vais rajouter quelque chose d'autre, puis rajouter quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre, qui est ce que j'ai vécu et les sentiments que j'ai eus avec l'histoire que je me racontais et tous ces trucs-là. Est-ce que j'ai pensé à l'histoire avant? Pas forcément. Après, ça peut pas être binaire aussi. Il y a des fois où je pense à une histoire et je le rattache. Mais de mon côté, la plupart du temps, c'est j'ai un angle à prendre avec un objectif derrière à pitcher, donc soit un appel, soit juste le pitch d'un groupe ou peu importe. Et après, je mets de la matière qui fait sens au milieu. Ok. Je fais un bond dans le passé. Quelque chose que tu as dit une ou deux fois, c'est que t'as un profil ingénieur et que tu étais ingénieur avant. Ouais. Moi, ingénieur, c'est comme la catégorie médecin, c'est comme la catégorie avocat, c'est-à-dire que tu as fait le cursus scolaire et tu as été quasiment au plus haut possible. Et comment, en ayant gagné le jeu des études, on passe d'ingénieur à devenir... Alors, on fait tout À ça raconter pour des histoires de finir pommes. Ah ouais. à devenir copywriter et entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est Euh, passé? ouais. Alors, un truc que vous devez savoir, c'est que moi, dans ma tête, j'ai toujours dit, je ferai jamais de copywriting à plein temps. Mhm. Aujourd'hui, j'en fais à plein temps. Et à l'époque, je disais, jamais je quitterai mon boulot. Et j'ai quitté mon boulot. Euh, Là, aujourd'hui, tu me remets dans des sujets d'ingénierie, d'informatique, d'électronique et tous ces trucs-là. Je suis comme un fou, en vrai. Genre, des fois, j'y retombe, tu vois, je regarde un petit article. Ah ouais, c'est cool, ils ont fait ça, comment ça marche et tout. Ah ok, le piezo, machin, clac, clac, tu vois. Genre, je suis comme un fou. Par contre, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est euh, l'écart de mentalité qui a commencé à se creuser. Dans le sens où avant, j'étais vraiment dans le schéma ingénieur, schéma entreprise. Ok, je travaille en plus t'as différentes boîtes en tant qu'ingénieur. Et la multinationale, c'est genre ce qu'on aimerait tous, entre guillemets. Bon, il y a startup, c'est complètement différent, mais il y a ce qu'on aimerait tous. Par contre, tu peux être aussi très renfermé dans une mission. C'est-à-dire, par exemple, quand tu travailles chez Airbus, tu travailles sur tel truc, telle fonction précise, et tu fais ça, point. La plupart du temps. Moi, je n'étais pas chez Airbus, j'étais chez Continental. Enfin, j'ai fait Intel et Continental. Et Continental, c'est pas les pneus, c'est les calculateurs de voitures. Ok. Enfin, ils font les pneus, mais moi, je travaille sur les calculateurs de voitures. Et en fait, au début, je kiffais ma race. Mais vraiment, je kiffais à fond. Euh, le truc, c'est que je développe de nouvelles compétences et après, tu fais toujours la même chose. Et puis, tu fais toujours la même chose. Et puis, c'est toujours les mêmes problèmes. Et puis, tu as un constructeur pour lequel tu fais ça et tu as un autre constructeur qui va implémenter la même chose avec les mêmes problèmes. Donc, tu arrives à plus trop avoir de problèmes. Tu vois, ça fonctionne. OK, donc il n'y a plus d'excitation. Tu arrives ici et puis on te dit, OK, ben là, tu vas arrêter de faire ça parce que tu le fais un peu trop longtemps et tu vas apprendre aux gens à le faire. Tu vas les manager, entre guillemets. Mais en fait, tu te rends compte que tu fais la même chose, mais juste en disant ben, quoi faire. Donc, tu t'apprends aux gens à faire ce que tu faisais, mais juste en disant, OK, ben là, tu vas avoir tel problème, donc attention, il faut faire ça et tout machin. OK? Et tu n'as plus aucune excitation. Enfin, moi, j'avais plus aucune excitation. Sachant que pendant mes études, j'étais le genre de type, tu vois, qui rentre chez toi, qui rentre chez lui, qui ouvre sa boîte avec son électronique, qui fait un projet, qui fait fonctionner le truc, qui filme et qui fait son petite démonstration, qui arrête et qui démonte tout, remet dans la boîte et va te coucher, tu vois. Donc, j'avais plus aucune excitation dans le monde de salarié. Ok. En parallèle de ça, j'étais en mode, OK, je veux me générer des revenus secondaires. Donc, je sais faire des sites web, je fais des sites web. Donc, j'ai commencé à avoir un premier site web, un deuxième site web, un troisième site web. Et tout ce monde-là de l'entrepreneuriat, surtout sur le web, il a commencé à grandir dans ma tête. Donc, j'ai découvert le développement personnel, le Bitcoin, le marketing, tu vois, tous ces trucs-là. Et puis, j'ai commencé à lire des livres. C'est les premiers livres que j'ai lus, c'est vraiment là. C'est pas en seconde quand on te dit de lire des livres pour le bac ou des trucs comme ça, mais c'est vraiment là. Et j'ai commencé, mon esprit a commencé à évoluer, tu vois, à s'ouvrir à autre chose. Le problème, c'est que quand tu es dans le stade vraiment entreprise, il y a un écart qui commence à se creuser. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu. Tu es à table
Et puis, il parle de, ouais, moi, j'ai acheté ma maison et tout, machin. J'ai gagné tant d'argent parce que j'ai renégocié mon crédit. Non, tu n'as pas gagné tant d'argent parce que tu as renégocié ton crédit. Tu as juste économisé X, Y, Z. Mais par contre, tu vois, il y a un truc qui s'appelle le Bitcoin. À l'époque, c'était le feu, tu vois. Et ouais, mais non, 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 arrête avec tes trucs, c'est bon. Et discussion close, tu vois. Donc, j'étais comme ça, ok, ben, c'est cool. Et puis après, pareil, les croyances sur l'argent, qu'est-ce que tu fais avec l'argent? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que c'est vraiment important? Tu vois, toutes ces questions-là ont commencé à émerger. J'avais un mec avec qui je pouvais vraiment parler de ça, c'était mon ancien chef, qui était dans l'investissement immobilier, qui voulait monter une boîte, qui investit en crypto, qui minait de la crypto. Donc c'était assez drôle de parler de ça avec lui. Euh, Par contre, le reste, c'est genre ben, un écart complet et une désolidarisation. Jusqu'au jour où, genre, ben, c'est bon, j'ai envie de quitter ça et faire mon truc et évoluer comme j'ai envie. Ok. Long discours. Non, mais c'est Non, intéressant t'inquiète. parce que c'est vrai que c'est vrai que t'es touche à tout, ce que t'es passé d'ingénieur à copywriter dans l'entrepreneuriat, mais tu t'intéresses aussi à la partie investissement avec les bitcoins, aussi à la partie investissement avec l'immobilier. Et c'est vrai que rien que l'immobilier et Bitcoin, c'est déjà deux domaines où ceux qui sont à Ouais. fond immobilier s'intéressent pas trop au Bitcoin. Ceux qui sont à fond crypto-monnaie se disent oui, bah, donc t'es vraiment un Les profil qui 8% de rente avec s'intéresse à... l'immobilier, non merci. Immobilier, c'est passif, t'as pas de problème. Je sors de Ah, justice début de semaine là. Mais on en Ouais, parlait de la prison. C'était ouais, ben pour... voilà. ça, c'est un sacré mythe aussi. Justement, comment est-ce que c'est intéressant comme question. Comment est-ce que tu fais pour Pour se payer. gérer ton entreprise d'entrepreneur et ton Ouais. entreprise d'immobilier? Parce que moi, je vois ça comme un travail à temps plein, hein, Ouais, l'immobilier. ouais, de ouf. Je pourrais en parler des heures de ça, littéralement. Quand j'ai commencé, j'ai investi en IMO encore avec mon CDI. Moi, dans ma tête, c'était OK, je veux sortir, mais je veux aussi faire de l'IMO. Donc, sois intelligent, Hmm. utilise ton CDI pour lever des fonds en IMO, et dès que tu as atteint l'objectif, entre guillemets, eh ben, tu sors à 100%. Même si tu as déjà tes revenus en copie, même si tout ça. Euh, Ça, c'était il y a plus de 2 ans. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai investi dans le premier bien. Et le premier bien, alors, parfait, mais avec plein de défauts. C'est-à-dire que c'est du nu, donc je ne peux pas forcément faire ce que je veux avec, enfin, en termes de fiscal et compagnie. Enfin, il y a des choses à faire, mais bref, voilà. Il y avait déjà les locataires en place. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ouais, et j'ai pas fait énormément de travaux. En revanche, dans ma tête, c'était priorité en termes de revenus et compagnie. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? C'est pas si bien que ça, entre guillemets. En revanche, c'est un truc qui tourne correctement. J'ai du cash flow aux alentours de 600-700 € par mois. Euh, Donc, le cash flow, c'est et l'excédent entre ton crédit et ouais, net, 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 net. Ouais. Euh, avec un seul bien? et ouais, Excuse-moi. c'est un immeuble, ouais. Ouais, c'est OK, sur un immeuble de rapport, donc. Ouais, c'est un immeuble de rapport, il y a 4 biens dedans. OK, OK. Et donc, du coup, parfait, c'était cool et tout. Puis ensuite, j'ai pris un deuxième bien. Donc, juste le premier bien, c'est simple, j'ai juste à faire c'est moi qui le gère, mais j'ai juste à faire des loyers, ils sont payés, j'ai juste à faire, tu vois, les quittances et compagnie, gérer deux, trois trucs de temps en temps. L'année dernière, j'ai eu des gros travaux à faire, enfin, un gros truc à gérer. J'ai pris un artisan et donc, du coup, il a géré, il m'a remonté le truc et tout, c'était cool. Là, le deuxième, par contre, grande histoire, que je ne vais pas raconter en long, sinon on en a pour jusqu'à 20 heures. Mais c'était pile poil le moment où vraiment je déclarais la boîte, où j'allais à fond, où j'étais vraiment dans la phase genre je suis focus et à fond. Et Un momentum. ouais, c'est ça. Et je, de- je rencontre un artisan euh, qui fait du clé en main. Donc, je sais, enfin, il a l'air de bien travailler. Il fait du clé en main. C'est-à-dire que le clé en main, on fixe le projet au début et à la fin, t'as le truc clé en main avec l'ameublement et tout. Tu as juste à rajouter des petites broutilles, mais c'est clé Mhm. en main et tout. Je te donne des nouvelles, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que rien ne s'est passé comme prévu, mais pas du tout. Il y a eu des va-et-vient de OK, ben, j'arrive pas à te contacter, mais en fait, je te contacte, mais en fait, j'avance pas, mais je te donne une date, mais après, je la repousse de 2 mois, puis ensuite de 2 mois, puis ensuite de 2 mois, tout ça. Ouais, mais paye d'abord et on parle après, tu vois, tous ces trucs-là. Jusqu'au carrément menace chez moi, genre en bas de chez moi, tu vois, genre avec des photos, on est là, on vient pour toi et tout machin, en gros. Et ça, justice et tout machin. Donc,
il n'y a pas eu de gestion directement encore, puisque toute l'énergie a été passée à ce moment-là. C'est-à-dire que j'avais ma boîte, mais c'est cool, c'est vraiment cool. Par contre, il faut faire la part des choses. Et quand j'étais en mode immobilier, j'étais en mode stress, tu vois. Genre, j'ai pas de loyer, ça fait plus d'un an que je paye un crédit sans loyer et compagnie, tu vois. Et il y a eu plus la partie énergivore de, ben, ok, ben, je me prends un truc d'huissier parce que machin, mais en même temps, moi, j'ai les rênes parce que ben, c'est pas moi qui suis en tort, tu vois. Donc, émotionnellement et énergétiquement, c'était chaud. Qu'est-ce que tu ferais de différent aujourd'hui? Je me renseignerai mieux sur qui j'embauche. Qui j'embauche. Après, plusieurs fois dans... Ça Là, vaut pour tous aujourd'hui, ceux qui veulent embaucher un copywriter, je vous préviens. ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai en plus. Et là, tu vois, avec du recul, et maintenant que c'est terminé, enfin, je veux dire, j'ai eu gain de cause, tu vois, tout va bien maintenant. Donc, je suis sorti du tunnel et je peux faire mes projets comme j'ai envie et tout machin. Je me dis, tu as passé un gros cap et tu as énormément appris pour la suite. Les erreurs que j'ai faites là, sur ce bien-là, et même sur le premier, ça va énormément te servir quand tu en referas ou dans ton parcours, dans les années qui vont suivre, etc., etc. Mais pendant que tout ça se passait, que j'avais aucune vision sur qu'est-ce que ça va devenir, où est-ce que je vais aller avec ça, c'était en mode, enfin, dans ma tête, c'était vraiment en mode, surtout les soirs, tu sais, quand tu te couches à 23 heures, que jusqu'à 1 heure, 2 heures, tu es toujours réveillé parce que ton cerveau il mouline. C'est genre, ok, mais est-ce que vraiment j'aurais dû faire ça? Je passe énormément de temps, je dors moins, entre guillemets, j'ai énormément de stress de temps en temps, il y a eu tout ça et tout. Là, là. Est-ce que le fait d'avoir fait ça, ça m'a pas mis au final des bâtons dans les roues? Et Est-ce que... Ouais, dis-moi. des fois, t'es pas tenté de te dire, finalement, d'un point de vue comptable, voici ce que me rapporte un bien. Et si ce temps-là, je le consacrais à trouver un nouveau client Ouais, pour un projet copywriting avec un variable, je ferais 3 fois le montant. complètement. Sauf que j'avais pas cette vision-là au début. Ma vision du début, avec mon état d'esprit du début, c'était, OK, bah, tu as envie de faire de l'immobilier, fixe-toi un revenu, enfin, fixe-toi un cash flow, entre guillemets. Il te faut tel bien comme ça, tel projet. Tu investis dedans et quand c'est fait, tu sautes et tu fais ton truc. Tu Tu vois, t'es j'avais formé vraiment pour cette... l'IMO. Excuse-moi, Ouais, je suis désolé. Tu t'es formé pour l'IMO. ouais. Je me suis fait accompagner et après, j'ai un client dans l'IMO aussi, donc ça aide. Ok, top. C'est vraiment deux choses différentes parce que le copywriting, c'est vraiment du cash flow, enfin, euh, pur et dur, dans le sens où voilà, Ouais, tu fais ta mission, tu es payé, etc. Le gros avantage de l'IMO, c'est comme il disait, admettons, j'ai 800 euros de crédit, j'ai 1200 euros de loyer, j'ai une plus-value de 400 pendant 20 ans, mais au bout des 20 ans, c'est pas j'arrête l'IMO, ça s'arrête, c'est quand je revends le bien, il y a 200 mais 300 de ouf. 000 d'un coup, Hmm, Ouais. qu'il n'y a pas ça Et, avec le copywriting. ouais. ouais, et il faut faire attention à ça, à ce que tu dis, parce que c'est pas si simple que ça aussi, tu vois. Parce que tu as t'as la fiscalité qui rentre en jeu, tu as les éventuels problèmes qui peuvent rentrer en jeu aussi. Tu as comment tu gères le. Tu vois, 20 ans, on garde jamais réellement 20 ans un bien. C'est rare. Donc, comment tu arrives à arbitrer en fonction de ton amortissement, en fonction de tous ces Et trucs-là? si tu le gardes, faut changer le toit entre deux qui te coûte un bras et changer le Ouais, Éviter mais les sol. même squatteurs. 20 ans, tu peux plus amortir, tu vois. Donc, fiscalité, tu vas exploser si tu fais pas des trucs sympas. Hmm. Et du coup, tu vois, moi, de mon côté, dans ma tête, à l'époque, c'était simple. C'était genre, OK, ben, un bien, il me génère tant, ce bien-là, il va me générer tant. Facile. Par contre, j'avais pas prévu qu'il y avait des travaux. Enfin, j'avais pas prévu qu'il y allait avoir ce problème-là en termes de travaux, ces délais-là, que ça allait changer complètement ma situation, que j'allais devoir prendre d'autres décisions, qui décisions allaient affecter mes premières décisions. Donc, que je trouve une nouvelle parade pour, ben, OK, qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois. Donc, après, c'est hyper intéressant, c'est hyper passionnant, mais il faut aussi savoir s'adapter, tu vois, en fonction des situations qui viennent et que tu vis, surtout. Top. Ok. Pour revenir à la partie copywriting, Yep. s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, voilà, comment savoir si je suis fait pour le copywriting, sans parler de l'aspect est-ce que je suis bon en orthographe ou pas, mais juste comment on sait si on est fait pour faire du copywriting ou si on perd notre temps là-dedans. Et deuxième question, admettons qu'on soit fait pour ça, quel conseil tu donneras à quelqu'un qui est en mode, admettons, qui se lance, qui se dit, allez, je me le fixe 30 jours pour avoir mon premier client et faire en sorte, justement, pas faire cette erreur de prendre un débutant, etc. Voilà, juste, est-ce qu'on est fait pour le copywriting et comment on fait pour trouver son premier client et un Sans bon premier client. premier client? Ouais. Euh,
Mehmet m'a dit un truc un jour, parce que Mehmet, je le connais depuis un petit moment. Il m'a accompagné, on s'est aidé mutuellement au début. J'avais même pas encore l'immobilier. Euh, il m'a dit un truc un jour, c'est fais et tu verras. Donc, genre, dans ma tête, ça tournait du style et si je fais ça, et si je fais ça, oui, mais il y a ci, oui, mais il y a ça. Et est-ce que ça serait bien, est-ce que ça serait pas bien, ou tu vois, qu'est-ce que t'en penses, ou, hein. Il m'a dit un truc, c'est fais et tu verras. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a derrière, fais et tu verras. Ce qui fait que une personne qui veut se lancer, qui se dit, bah, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, je dirais, bah, fais et tu verras. Peut-être que aujourd'hui, tu es peut-être dans une phase où tu vois, tu es encore en syndrome de l'objet brillant. Donc, sauter à droite, à gauche, etc. C'est OK, complètement. Juste fais et tu verras. Tu sais si tu vas tomber dans la marmite ou pas. Et le deuxième, c'était, tu disais, pour avoir son premier client. C'est ça. Ouais. Euh, si vraiment pour moi, si vraiment tu démarres de zéro, ce qui te manque, c'est alors forcément de l'expérience, même si tu peux être très bon dès le début, mais de la preuve et de la crédibilité. Preuve, crédibilité, confiance. Et c'est la base même de la vente. Donc la première question à avoir, c'est comment j'arrive à générer de la preuve, de la crédibilité, de la confiance. Parce que forcément, si tu n'as aucune preuve, aucune crédibilité, ben, tu ne toucheras pas les normes directement. Euh, Deuxième point, donc avant tout travail. Deuxième point, c'est comprendre comment fonctionnent, réfléchissent et c'est quoi les enjeux des gros et bons clients. Peut-être que refaire une page de vente et l'envoyer, c'est peut-être qu'ils s'en foutent complètement, entre guillemets, parce que c'est pas leur focus ou c'est pas leur enjeu, ou tu vois, c'est peut-être pas ce qu'ils veulent. Donc tu peux reformuler énormément, refaire énormément. C'est pas forcément pour moi les stratégies les plus efficaces. Même si ça fonctionne, hein. Je dis pas que ça fonctionne pas. Donc étudier, ok, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est quoi leur enjeu, et ben, qu'est-ce qu'ils recherchent, tout simplement. Ok. Et après, c'est arriver, ben, déjà, est-ce que tu as des personnes dans ton réseau qui sont en contact avec eux? Si oui, ça devient beaucoup plus simple. Et après, c'est aller là où ils sont, pourquoi pas les contacter ou essayer de tisser un lien directement avec eux et jouer sur le volume. C'est-à-dire que, alors, il y a peu de gros acteurs, mais juste jouer sur le volume de, OK, ben, si lui, j'ai une potentielle touche, ça ne veut pas dire que tu vas l'avoir. Donc, t'accroches pas pendant des mois à lui en espérant que potentiellement, tu vas travailler avec lui et tu vas faire quelque chose avec lui. Ok. Est-ce que ça serait pas l'heure de notre petit jeu? Un petit jeu. Alors, qu'est-ce que notre petit jeu? Ça s'appelle le portrait chinois. Est-ce que tu connais? Je crois que je l'ai déjà fait l'exercice, ouais. Je l'avais fait en entreprise, mais je j'ai aucun souvenir de ça. Bah, si tu te Mais ça me rappelles plus de parle. tes réponses, c'est parfait. Ouais, de nom, Euh, ça me je- parle. ceux qui ont déjà suivi nos épisodes le savent, mais je vais leur expliquer. L'idée, c'est simple, on va te poser une dizaine de questions du style, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Et ça va permettre, de manière fun, d'en savoir davantage sur ta personnalité, ta manière de penser. Des Donc, fois, bah, on en si t'es apprend au- plus pendant ce jeu que pendant le reste du podcast. C'est assez fou. C'est vrai? Ouais, des fois, c'est dingue. Est-ce que tu es prêt? Ouais, vas-y, quand tu veux. Et ben, on commence tout de suite avec cette première question. Si tu étais un animal, Un aigle. un aigle. Je réponds comme ça ou j'argumente derrière? Tu réponds spontanément. Si tu as envie de développer, tu développes. Si c'est Ouais, juste comme ça, c'est comme ça. ok, un aigle. Ok. Si tu étais un objet du quotidien. Objet du quotidien. Waouh. Objet du quotidien. Putain, j'étais pas prêt à ça. Ah, c'est le principe. Non, on aurait peut-être dû faire Ouais. crescendo, en fait. Un objet du quotidien, je dirais un mug de café. Je sais pas. Mug de café. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, donc Ouais, un mug ça de dépend café. vraiment de toi. Un truc chill, là, Euh, tranquillou. Tu fais ton taf. si tu étais un film, ça marche aussi avec une série. Ça marche avec les dessins animés? Ouais, carrément. Ça Et marche est-ce aussi. que, est-ce que derrière, il y aura le héros? Si tu étais un héros de dessin animé ou un truc comme ça? Non, Ok. Jimmy Neutron. trop drôle, trop bien. Non. Parce que j'adorais ça avant, quand j'étais petit.
Et j'adore cette idée de, tu vois, c'était un peu mon quotidien d'ingénieur en fait avant. Genre, t'as un problème, il n'y a pas de solution. Ben, réfléchis, garçon. Trouve un truc. Grave. Tu es la première personne qui nous cite un dessin animé et C'est c'est vrai? super bien. Ouais. Je dis, des fois, on a des surprises, je trouve ça trop génial. Si tu étais un plat, Un plat. euh, oh, j'aime beaucoup les restos en plus, donc il y a beaucoup de plats. Euh, Alors, je mange pas tant de viande que ça, mais un bon petit magret de canard sauce au poivre. C'est précis. Ouais. Même, il a même rajouté la sauce. La sauce au poivre et la petite purée de pommes de terre maison, tu vois. Si tu étais un livre, ça peut être un livre de fiction, comme un livre de non-fiction, ça peut être Ouais, aussi une ouais. BD, si tu as envie. un comics américain, ça peut être Ouais, un par contre, manga. par contre, là, je suis une bille à tout ça. Non, je vais citer un livre ultra classique que je cite tout le temps, c'est Père riche, Père pauvre. C'est pourquoi je cite ce livre-là et pourquoi il me tient à cœur. Alors, c'est vraiment un truc, je pense que la plupart de l'audience connaît ce livre-là. Mhm. Mais pourquoi je le cite? Parce que j'ai jamais lu, entre guillemets, moi, de avant. Enfin, j'ai jamais lu. Si, je lisais, mais je veux dire, j'ai jamais lu un livre complet d'école ou des trucs comme ça. J'ai jamais aimé les BD, j'ai jamais aimé la lecture, j'ai jamais rien aimé. Enfin, en termes de livres, j'ai envie de te dire. Même quand en seconde, tu vois, quand il fallait lire des livres, enfin au lycée, quand il fallait lire des livres, je faisais genre de le lire, mais je lisais peut-être les 10 premières pages. Et après, j'imprimais les résumés, je les collais pour voir si je peux pas trouver des trucs pendant les contrôles ou quoi, tu vois. Pareil pour le bac, j'ai jamais lu les livres, j'ai juste, ok, je me suis intéressé à une thématique. Et après, j'ai prié pour que je tombe au bac sur cette thématique-là, chose qui est arrivée d'ailleurs. Donc, tu vois, j'ai jamais lu de livre complet, complet. Quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, premier livre que j'ai acheté, et genre, j'avais même pas vu des trucs sur Internet ou quoi, c'était Père riche, Père pauvre. Et je l'ai dégommé. Je l'ai dégommé je crois, en 2 jours, quelque chose comme ça. Et ça m'a foutu une claque parce que j'ai compris, OK, comment il faut penser dans ta gestion financière et dans l'esprit que tu as pour vraiment que tu évolues dans le bon sens et dans ce que tu vas avoir. Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, évidemment, mais comme Yep. tu dis, je pense que c'est un incontournable, donc Ouais, de beaucoup ouf. de gens doivent le connaître. Florian, si tu étais une célébrité, Waouh. Paul Walker. C'est comme ça qu'il s'appelle? Ouais, c'est Paul Walker. de Fast and Fast and Furious. Furious, Ouais. Si tu étais une citation, Une citation, j'ai envie de reprendre. Elle m'a beaucoup impacté, celle-là. Fais et tu verras. j'allais J'ai... j'allais te la souffler Ouais, à ouais, ouais. l'oreille. Ben, je te dis, c'était pas moi avant. Et dès que j'ai un... En fait, c'est un ancrage qui m'a foutu le mémètre, là. Dès que j'ai une décision à prendre ou que je sais pas trop quoi, genre, ben, fais et tu verras, tu vois. Donc, c'est un truc qui résonne beaucoup, ouais, vraiment. ouais, ça me parle aussi. Si tu étais un gros mot, Connard. Non. Si, connard. C'est le dernier gros mot que j'ai C'était sorti, je pense. si tu étais, alors celle-là est pas facile. Si tu étais une émotion, Waouh. Et surtout, un esprit logique, parler d'émotion, c'est chaud. Euh, je dirais bienveillance. C'est une émotion, ça? Ouais, hein. ouais, ça on rentre dans la comprend. catégorie émotion. Ok, C'est bienveillance. marrant que souvent tu dis c'est une question qui est pas facile si tu étais une émotion et tu frame comme si c'était difficile. Mais je crois que c'est peut-être difficile pour vous deux, vos profils. Mais je sais que pour d'autres personnes, c'est pas plus dur qu'un objet du quotidien, bien au Ouais, c'est contraire. ça. Ouais, ouais. C'est Bah, tu super sais, drôle de voir comment on pour... a nos appétences chacun. Ouais, ouais. Bah, tu sais, pour l'anecdote, moi, je me découvre là un énorme côté émotionnel. Dans le sens où des fois, je peux... Alors, je peux être très renfermé et, entre guillemets, très cadré. Mais d'un coup, je peux avoir une émotion qui monte. Genre, je peux te parler d'un sujet classique. Et puis, je peux parler du même sujet, alors que j'en ai parlé 20 fois, tu vois. Du même sujet à une autre personne et comme ça, avec une émotion qui monte d'un coup. Donc, je me découvre un côté très émotionnel, tu vois. Ouais, c'est ça. Par contre, et j'apprends de plus en plus à en parler. Par Et contre, de la quoi première ça fois que vient? j'avais... De quoi? De quoi ça vient justement ce changement? Je pense, je sais pas, je pense l'ouverture, le lâcher prise directement. Parce qu'avant, j'aimais avoir le contrôle sur tout, absolument tout. Quand j'avais pas le contrôle, je dressais un tableau Excel pour avoir le contrôle.
Et un jour, ben, toujours on travaille avec mes maîtres, là, quand il m'avait parlé de, OK, c'est quoi l'émotion que tu ressens là? Je savais citer aucune émotion. Ouais, c'est ça la Genre, difficulté. j'avais pas la joie qui venait. Genre, je savais même plus que la joie, c'était une émotion. Que tu vois, j'arrivais, la peur, c'était une émotion. Blocage complet. Et après, au fur et à mesure, je pense, ben, en lâchant prise, en t'ouvrant, en acceptant aussi. Tu vois, c'est OK des fois de. T'as l'émotion qui monte, t'as les larmes, OK. On s'en fout, tu vois. C'est OK. Donc, je Ce pense qui est que c'est plus difficile. en acceptant ça, ouais, que ça vient. Cette question, elle est complexe parce qu'en fait, ce qu'il y a de complexe dans la question plutôt, c'est de savoir poser des mots sur une émotion parce on ne l'a jamais. Ouais, de ouf. Et des fois, tu tombes sur un schéma ou une image où tu vois plein d'émotions imbriquées avec des sous-émotions et des sous-sous-émotions où tu dis, ah ok, finalement, la peur et l'humilité, ça a ça en commun et le danger et la Ouais, tempérance. Enfin bref, tout ça pour dire que tout est lié, mais on n'a pas de clairvoyance dessus. vrai, très vrai. Maintenant, on va voir ce que tu as dans le bide avec. Si tu étais, c'était le temps que je trouve la question. Je le meuble comme je peux. Si tu étais un jeu vidéo, Ouais, alors, plus j'ai facile. jamais joué aux jeux vidéo. Ok, pas plus facile. Ouais. Euh, Par contre, le jeu vidéo Enfin, j'ai jamais joué. J'ai un peu joué quand même. Mais j'étais plus en mode comment tu arrives à programmer un logiciel à hacker des sites que jouer à des jeux vidéo. Euh, Par contre, le jeu auquel j'ai pas mal joué, c'est Counter-Strike. Ok. Voilà. Si tu étais un super pouvoir, Euh, Si j'étais un super pouvoir, je dirais, je sais pas si c'est un super pouvoir, mais genre avoir l'intuition de beaucoup de choses. Ça aussi, c'est un truc que je découvre maintenant, tu vois. Euh, j'ai souvent eu l'intuition par le passé, et même maintenant, mais par le passé, j'ai souvent eu des intuitions, mais je me suis jamais autorisé à y aller et à Mhm. croire ça. Et sur la dernière année, hein, même peut-être pas les 2 dernières années, mais sur la dernière année, dès que j'avais une intuition et que j'y allais à fond, ça fonctionnait. Du coup, si Donc, tu avais une boule au ventre quand tu as engagé ton artisan, c'est pas parce que tu allais manger des Doritos. C'est l'intuition. quand j'ai engagé mon artisan, j'étais perdu dans la logique et dans le OK, il faut aller vite. Et il n'y avait pas de question d'intuition, tu vois, pas de ressenti, rien du tout. C'était genre, tu sais le faire, vas-y, vas-y, fais-le. C'est bon. Hmm. Ouais, t'as même pas posé la question. Ouais. Ok, top. Dernière question, c'est la question bonus. Florian, si tu étais un compliment pour les organisateurs de ce podcast. Waouh, un complément pour les organisateurs. Je pensais que tu allais me sortir complément alimentaire. Non, un un Euh, compliment. compliment. Un Compliment, compliment. compliment. Ah, j'ai compris complément. Je me suis dit. Que si je pose la question d'un compliment pour nous et que tu me sors magnésium, on va faire la gueule. Donc, compliment, c'est pour qui? C'est pour vous? C'est pour Ouais, qui? pour nous. Si tu étais un commentaire sous ce Un podcast, commentaire sur le podcast. Vous êtes chaud, les gars, surtout à Dubaï. Moi, je parle depuis Soissons en Picardie. C'est pas exactement le même climat, hein, pour le coup. Ok, c'est bon. Pour ceux qui ont C'est la ok. vidéo, vous voyez que Chris, effectivement, est installé très confortablement devant son fond vert à Dubaï. croyez en vos rêves, les gars. Non, mais ouais, C'était super cool. top. C'était la petite question bonus. Écoute, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Si l'audience souhaite en savoir plus sur ton univers ou pourquoi pas te contacter pour une mission, si tant est que tu aies des disponibilités, où est-ce qu'on te retrouve? Tu peux me retrouver sur florianhuc.com, tout attaché, Ok. Vous avez le directement. nom. C'est mon site, mais c'est pas forcément un site, c'est un truc rapidement de présentation qui donne des liens. Sinon, sur le groupe directement, j'ai un groupe, alors sur la liste email, mais j'ai un groupe marketing et copywriting, secret du marketing de persuasion, Ok. que j'ai construit, je pense, je l'ai monté en 2020. Je l'ai arrêté parce que je trouvais pas de sens. Je l'ai redémarré, je l'ai re-arrêté, redémarré, re-arrêté. Et là, je suis vraiment, vraiment actif et il y a une croissance qui est vraiment bonne. Donc là-dessus directement. Ok. Et je partage tout le temps. C'est vrai que c'est une question que je t'ai pas posée, mais en tant que copywriting, une compétence que tu maîtrises, est-ce que c'est une compétence que tu aimes mettre en place, que tu préfères enseigner, ou les deux? Le copywriting, Ouais. euh, mettre en place, c'est-à-dire le faire.
Mhm. C'est un truc que je kiffe vraiment, tu vois. Et voir les évolutions, euh, sentir que tu as vraiment eu un impact. Et j'ai un côté que j'ai jamais voulu, je trouvais jamais de sens et comment j'arrive à le faire, comment je veux le faire. Je n'avais pas de sens là. Là, aujourd'hui, j'ai du sens. C'est de l'enseignement, ouais. Donc, c'est pas pour moi, c'est pas forcément du coaching, mais c'est plus de l'enseignement sur, OK, ben, comment tu arrives à grandir là-dedans. Donc, C'est bien. Et ton ouais, groupe t'aide à ça, du coup. ouais, de ouf. Ouais, ouais. Oui, sinon, le groupe pour la presta classique, ça sert. Alors, je dis pas que ça sert à rien, mais je veux dire, c'est pas la meilleure des stratégies. Ouais. Ça m'amène à une autre question, c'est Vas-y. est-ce qu'est-ce qui te stimule le plus? Est-ce que c'est l'art de faire du copywriting? Autrement dit, tu pourrais faire un texte de vente même pour un produit de merde. Ou alors c'est le fait de contribuer à rendre accessible un super produit. Ouais, c'est de contribuer. Contribuer et c'est l'impact que ça génère derrière. Donc en soi, Euh, là, tu es copywriter, mais tu aurais aussi peut-être pu être manager de Facebook Ads, par exemple. ouais, bon, après, il faut que j'aime le truc, tu vois. Genre, il faut que ça. Copywriting, là, j'ai Ouais, beaucoup de donc, liberté. ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, Ouais. manager de Facebook Ads, bon, C'est c'est dépendant de cool. la plateforme. Ouais, enfin, moi, ça me ferait chier de mon côté. Après, je sais pas. J'aime ça. Je prends du plaisir. Je vois pas le temps passer. Et quand derrière, tu vois qu'il y a un impact sur les gens ou sur leur évolution, leur transformation et tout, c'est ça vraiment, tu vois, qui me drive moi de mon côté. J'ai jamais fait d'e-commerce, par exemple. Je sais Ok. pas pourquoi ça m'attire pas du tout. Faire Ouais, les c'est Ça étiquettes m'att- des produits, mettre en avant le Ouais, produit, les c'est cool, descriptions. hein. C'est cool, mais ça m'attire pas du tout. un peu le sens de ma question. En fait, toi, tu fais bien de le formuler comme ça. Ouais. Ok. Ok, ça fait sens. Merci d'avoir joué le jeu. Merci d'être venu passer sur le podcast pour délivrer tes pépites, Florent. Merci à vous. C'était vraiment cool. Génial. Chère audience, amateur de 1, 2, 3 business, vous avez le loisir de regarder les épisodes que vous avez manqués si vous venez de prendre le train en route. Et sinon, on se retrouve comme tous les jeudis, c'est-à-dire jeudi prochain à 10h pour le prochain épisode et le prochain invité. Merci à tous les deux. Bonne journée. Merci. Ciao, Salut, ciao, ciao tout ciao. le monde! Ciao. Ciao.